Donc, je vais donner la parole à Clément Langlois et Saadi Ben Saadan. Alors, je vais juste vous passer la main. Voilà, Clément, normalement, je vous laisse reprendre la main si tout va bien. Merci Sophie, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors je vais partager mon écran et on va voir tout de suite si la technique ne joue pas des tours. Voilà, vous devez, si tout va bien, C'est tout bon. voir mon écran. C'est parfait. Alors je vais juste mettre C'est mon écran, parfait. ce sera plus confortable. Bonjour à tous. Alors moi je suis Clément Langlois, je suis directeur adjoint de la haute société. Je suis accompagné aujourd'hui de Sadi qui est directeur du développement. Juste pour faire une petite introduction et lier notre prise de parole aujourd'hui au sujet, effectivement, le e-commerce a vu son chiffre d'affaires, son activité s'accélérer drastiquement, forcément avec la fermeture des points de collecte, des points de vente traditionnels, hein, donc du brick and mortar. Donc, on est passé d'une ère où on avait une combinaison qui se faisait bien entre le digital et le physique à un quasiment tout digital. Donc, on s'est retrouvé à avoir des sites e-commerce qui accueillaient beaucoup plus de trafic et surtout qui ne fonctionnaient plus avec la version dans la vie réelle, la version physique. Donc, on s'est retrouvé avec des nouveaux enjeux. Donc, c'est ce qu'on va vous raconter aujourd'hui un petit peu. Je vais d'abord vous présenter un petit peu qui nous sommes à la haute société. Donc, la haute société, on est une agence digitale qui existe depuis 16 ans maintenant. Et on se définit comme des amplificateurs d'expérience parce que nous, c'est vraiment notre terrain de jeu, l'expérience. Et comment ça se matérialise? C'est dans la création de ces expériences qui vont travailler sur l'amplification du business. C'est pas de l'expérience juste pour se faire plaisir ou faire plaisir à nos utilisateurs. C'est toujours une expérience qui est calibrée de telle sorte qu'elle adresse les enjeux business et les enjeux des utilisateurs, et ce, à toutes les étapes du parcours client. Depuis les premiers points de contact, donc depuis ce qu'on peut faire en activation, en médias, etc., etc., en passant par l'engagement, le moment où la relation va se créer entre une audience et votre marque. Ça peut être sur plein de points de contact différents. À un moment donné, et notamment principalement dans les enjeux e-commerce, il y a un point de bascule, il y a un point de conversion. Donc, on travaille aussi beaucoup avec des e-commerçants dans l'optimisation de leur façon de faire du business en ligne. Et une fois qu'on a transformé un prospect en client, c'est pas la fin d'une histoire, c'est plutôt le début de quelque chose qu'on va vouloir faire durer dans le temps le plus longtemps possible. Et ça nous amène aussi à travailler sur des expériences qui sont beaucoup plus de l'ordre de la rétention, du programme relationnel, etc., etc., pour maximiser la fidélisation. Voilà, donc on a une vision de la customer journey qui est très large. Et ce qui nous permet souvent, quand on a la chance d'intervenir sur toutes les étapes de cette customer journey, de construire quelque chose qui est très fluide et très cohérent, ce qui peut parfois un petit peu pêcher, c'est-à-dire qu'entre les différents points de contact, on va parler aussi du social aujourd'hui, on peut avoir des disparités de qualité d'expérience qui peuvent créer de l'abandon, créer de la déception, de la frustration pour l'utilisateur, et donc forcément perdre des gens en route. Euh, Notre spécificité, c'est qu'on est à la fois une agence qui est capable de travailler sur l'écriture de votre feuille de route, donc vraiment prendre de la hauteur sur vos objectifs et être capable de mettre des réponses en face. Et on est aussi des artisans de son déploiement, donc de la fabrication des dispositifs, de la capacité à les propulser, à les suivre, à les optimiser, etc., etc. Pour ça, on a 5 expertises principales qui couvrent à peu près tous les métiers qu'on peut espérer trouver au sein d'une agence généraliste comme la nôtre. On a un pôle UX, forcément, traditionnellement, on est très tourné vers les utilisateurs, donc on travaille sur la compréhension de ces derniers au travers de la donnée, au travers de choses un petit peu plus analogiques. On va beaucoup à la rencontre du terrain des utilisateurs. On a un pôle qui s'appelle Speak, qui est dédié à toute la fabrication de brand content, comment on va prendre la parole, comment une marque va s'exprimer sur le web, mais pas que. On a un pôle design parce que traditionnellement, on est une agence qui est née avec l'expansion des sites web, des applications mobiles, donc principalement dédiée au design d'interface, mais de plus en plus au design d'identité de marque, puisque c'est aujourd'hui le digital est de plus en plus en pointe, en fer de lance de la remise à plat des identités des différentes marques. On a un pôle technologique, bien évidemment, pour pouvoir fabriquer, produire
les dispositifs qu'on propose à nos clients. Et une fois qu'on a créé une expérience fantastique, qu'on a raconté une belle histoire, qu'on a mis tout ça en image et qu'on l'a développé pour que ça fonctionne bien, ce serait dommage qu'il y ait personne qui vienne dessus. Donc, on a un pôle marketing digital. Et depuis juin dernier, on est adossé à un grand groupe international qui s'appelle MediaKeys et qui nous permet vraiment d'amplifier toute la partie média, acquisition, activation. On est présent à l'international grâce à ce groupe-là. Voilà, ça c'est pour notre offre et notre offre d'expertise. Les gens pour qui on le fait, bah voilà, hein, on est une agence qui travaille avec beaucoup de gens différents. On va vous parler aujourd'hui de certains de nos clients fidèles que sont Adidas, SFR. On va vous parler aussi de Botanique et de Salomon, mais vous pouvez le voir, on n'a pas forcément choisi de se spécialiser dans un secteur en particulier. On travaille avec beaucoup de gens différents et aussi beaucoup de retailers et de e-commerçants. Voilà, ça c'était pour la partie présentation de notre agence. Donc voilà, on est 45, on est basé à Grenoble et à Paris et dans le monde entier grâce à MediaKeys. Et maintenant, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Notre thématique du jour, c'est l'expérience d'achat au sens large, qui est un défi qui a toujours été au cœur du succès du e-commerce, mais qui le devient d'autant plus aujourd'hui, puisque comme je le disais, les consommateurs sont peut-être un peu plus privés d'expériences physiques. Donc, on doit rehausser le niveau un peu de ce qui se passe sur le digital, parce que le contact avec les marques est de plus en plus froid et de plus en plus dépersonnifié. Donc, il faut peut-être se reposer des questions qui se posaient un petit peu moins il y a quelques temps. Petit tour d'horizon très rapide pour enfoncer quelques portes ouvertes, mais j'aime bien toujours commencer comme ça pose un peu le décor. En 2021, et je pense que ceux d'entre vous qui ont une activité forte sur le digital l'ont constaté, on a un marché qui est devenu vraiment hyper concurrentiel. En France, là je parle de chiffres français, et c'est la FEVAD qui le dit. On a 40 millions d'acheteurs en ligne, donc quasiment les 2 tiers de la population française achètent et consomment via le digital. Et en face de ça, on a 200 000 sites marchands actifs. Alors de tailles différentes, bien évidemment. Hein, on ne va pas comparer un Amazon et un petit commerçant local qui a lancé son activité en ligne. Mais si on fait le ratio un peu bête et méchant, ça fait une moyenne de un site pour 200 consommateurs en ligne. Donc concrètement, l'activité, elle est là, la lutte, elle est acharnée, et donc l'expérience, on va le voir un petit peu plus tard, peut être un facteur différenciant par rapport à des gens qui pourraient proposer des produits similaires et sur lesquels on n'aurait pas envie de comparer uniquement que les aspects de prix ou de délai de livraison. Autre défi, aujourd'hui, les audiences, par le fait d'être plus en plus exposées à des écrans et à des sollicitations, ces audiences-là, elles sont extrêmement volatiles. On a du mal à capter leur attention, on a du mal à les conserver dans notre giron. C'est des gens qui papillonnent beaucoup d'un site à l'autre. Et en plus de ça, on les surstimule. Il y a une étude de 2007, alors je vous laisse imaginer, parce que c'est la dernière étude en date, on n'a pas trouvé plus récent, une étude de 2007 qui fait état de 15 000 stimulus publicitaires en moyenne par jour, dans la vie physique et dans le digital. En 2007, on passait en moyenne 2 heures par jour sur Internet. Aujourd'hui, je crois que c'est presque 3h30, 4 heures en fonction du métier qu'on fait. Voilà, on a concrètement une surexposition à des messages, à des stimulations, à des demandes publicitaires. Donc ça devient très difficile d'émerger dans tout ça. Et l'autre chiffre qui est intéressant, c'est qu'en 2020, il y a une étude qui a révélé que 37% des utilisateurs se détournent d'une marque après une mauvaise expérience. Une seule. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit à l'erreur. En 2020, les consommateurs sont devenus extrêmement exigeants et on a donc quelque chose qui doit être parfait dès le premier coup, sinon on n'a pas 2 fois la chance de faire une première bonne impression. Voilà. Ça, c'est juste 2 petits chiffres pour replanter un petit peu le décor de comment aujourd'hui être au niveau, ça suffit pas. Il faut être au-dessus un peu du lot pour pouvoir vraiment marquer la tendance et faire en sorte d'avoir des gens qui s'intéressent à nous. Dans cette lutte, nous, on croit beaucoup qu'il y a un facteur clé de succès parmi tous les autres, évidemment. Mais le facteur clé de succès, c'est un mot valise qui s'appelle l'expérience. L'expérience, nous, ce qu'on met dedans, c'est pas uniquement l'UX au sens un petit peu réducteur de ce qui va se passer au contact des interfaces, c'est vraiment la somme de tous les critères qui vont compter avant, pendant et après l'achat. Donc c'est globalement comment je me sens, moi, en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur,
Qu'est-ce que j'ai vécu au contact de cet achat? Est-ce que ça s'est bien passé? Comment je me suis senti? Est-ce que ça m'a valorisé? Est-ce que j'y ai tiré du plaisir? Etc. etc. Et ça, c'est dépendant d'un certain nombre de critères. Il y a les critères standards du e-commerce qui sont le prix, la capacité à accéder facilement aux produits, les qualités de livraison, le service client, etc., etc. Et puis, il y a le supplément d'âme. Il y a ce qu'on va pouvoir mettre en plus de tout ça qui va faire aussi une grosse différence. Petite porte ouverte supplémentaire à enfoncer. Une bonne expérience, c'est une expérience qui satisfait à la fois les besoins de vos utilisateurs, mais qui satisfait évidemment vos besoins business. Et c'est au croisement euh, de ces deux champs-là qu'on va trouver vraiment la capacité à créer quelque chose qui fonctionne. Donc qui fonctionne pour vous et qui fonctionne pour les utilisateurs. Donc je vais vous montrer, je vais vous guider un peu à travers deux ou trois, quatre en l'occurrence, petits cas d'usage qu'on a travaillé avec certains de nos clients, qui traitent des problématiques un petit peu différentes, qui ne sont pas forcément directement reliées au social, qui est la thématique globale de la prise de parole aujourd'hui des différents intervenants, mais je vais vous expliquer un petit peu comment le social doit vivre avec d'autres interfaces, des interfaces plus traditionnelles, des écosystèmes plus traditionnels qui peuvent être l'écosystème marchand notamment, et comment on va bien mailler tout ça. Alors, des expériences qui réenchantent l'expérience. Parce que oui, aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'on a besoin d'avoir des choses qui sortent un petit peu du lot, qui redonnent de la valeur aux marques et qui redonnent un petit peu de rêve et de plaisir dans la consommation qu'on peut avoir sur le digital. On va commencer par un client qu'on accompagne depuis 2016, qui est Adidas, qui a depuis longtemps mis beaucoup d'énergie dans son site e-commerce et qui a cru assez tôt au fait que distribuer ses produits en digital pouvait être quelque chose de très complémentaire à sa distribution physique, qui est forcément, comme c'est une marque très connue, une distribution qui est très puissante. Mais ils ont très cru très tôt à tout ça. Et ils ont fait ce qu'ont fait beaucoup de monde à une certaine époque, c'est-à-dire qu'ils ont cherché à travailler l'optimisation à tout crin. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment travaillé les interfaces, travaillé le site, de sorte que on se retrouve avec quelque chose qui est extrêmement épuré, extrêmement dépollué dans la capacité d'un consommateur à naviguer au sein des produits et à choisir une taille, choisir un mode de livraison. Bref, ils se sont recentrés sur le fonctionnel, sur le critère fonctionnel du e-commerce. Donc le fait d'avoir toujours voulu gagner des points de transfo en dépolluant, en allant à l'essentiel, eh ben, ça a fonctionné jusqu'à un certain moment. Et ce certain moment, c'est le moment où globalement, à vouloir trop épurer, on a fini par assécher l'expérience d'achat. Qu'est-ce qui se passe? On a aujourd'hui l'impression de naviguer dans des rayons, on a l'impression de voir des produits, mais on n'a absolument pas le storytelling de la marque qui s'expose. On a quelque chose qui fonctionne très bien dans une expérience fonctionnelle, mais on n'a pas la valeur de marque en plus. Donc nous, ce sur quoi on les accompagne notamment depuis un certain temps, c'est de réinjecter de la valeur de marque dans les parcours d'achat. Donc, c'est le début de quelque chose qui est en train de se reconstruire pour Adidas. Et comme c'est des gens qui sont très, très attentifs aux KPI et à la façon dont on monitore la performance de ces plateformes e-commerce, on le fait par petites doses et on valorise un petit peu l'incrément. On a des tests plein de choses différentes pour trouver justement le juste équilibre entre quelque chose qui parle de la marque et quelque chose qui propose la meilleure expérience d'achat possible. Donc, je vous propose d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est pas forcément révolutionnaire, mais c'est justement dans la petite différence que ça peut proposer entre une page un peu classique et quelque chose qu'on a un petit peu enrichi avec des modules qu'on a composés pour eux et qui nous permettent justement, hop, on va aller voir, c'est ici, qui nous permettent de passer d'une page liste classique qu'on trouve chez tous les e-commerçants à quelque chose qui amène son petit supplément d'âme. Donc vous voyez là, on est sur des produits assez classiquement, on a des visuels qui sont d'ailleurs un peu plus travaillés peut-être. Alors on est chez Adidas by Stella McCartney. Ici, vous savez, ils travaillent avec la créatrice de mode Stella McCartney sur des collections capsules, sur pas mal de choses. Donc on a travaillé un certain nombre de choses. La façon déjà dont on met le produit en scène, on n'est pas sur du produit trop posé, c'est du produit qui est porté, c'est du produit qui est un peu mis en valeur
dans son design. Et au fur et à mesure qu'on va scroller, on va avoir des éléments qui vont nous raconter un petit peu, notamment, voilà, de quoi est faite cette collection. On va avoir des choses un petit peu plus immersives, où on va pouvoir voir des choses qui sont issues du shooting avec les mannequins. Voilà, on a des choses qui bougent, on a des choses qui animent un petit peu cette page. On a un manifesto de la créatrice elle-même, Stella McCartney, qui prend la parole au sein de la page liste et qui donne un petit peu de contexte par rapport à cette collection. Donc, vous voyez, là, on est sur quelque chose qui n'est pas du tout révolutionnaire. En revanche, on a regagné des points de transfo, on a regagné des choses de l'intérêt des utilisateurs parce que la valeur de marque est venue rééquilibrer l'expérience d'achat pure et dure. Autre chose que je voudrais vous montrer, qui est peut-être un petit peu plus le coup d'après, c'est ce qu'Adidas fait au niveau de son application. Alors, je bascule sur mon mobile, hop. L'application Adidas, c'est aujourd'hui vraiment ce qui est un peu en fer de lance de la stratégie d'Adidas sur le e-commerce. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans l'expérience. Le site internet va suivre un petit peu cette progression-là. Et là, l'application Adidas, elle me propose une curation de produits personnalisés en fonction de mes appétences, en fonction de ce qu'elle connaît de ma pratique d'un certain nombre de sports ou de la mode. Et donc là, on a clairement quelque chose, voilà, je scrolle un petit peu la homepage, clairement quelque chose où l'accès au produit est fait de façon beaucoup plus immersive. Donc voilà, par exemple, c'est une nouvelle collection de chaussures de football. On accède au produit, hop, je rentre dans la fiche produit, enfin dans la page qui présente les produits. Vous voyez, il y a des choses qui bougent. On me raconte une histoire. J'ai accès au produit, bien évidemment, en dessous. Vous voyez, regardez les différents produits. Mais il y a vraiment quelque chose qui est bien encapsulé dans du brand content, dans du storytelling. Et enfin, j'accède évidemment très facilement à la fiche produit et derrière, voilà, j'ai quelque chose qui est bien équilibré, qui me permet de voir le produit un peu sous toutes ses coutures une fois que j'ai compris dans quelle collection il s'intégrait. Et évidemment derrière, d'aller pratiquer toutes les fonctionnalités qui vont me permettre de passer à l'achat. Voilà, donc ça, c'est des beaux exemples qui nous permettent vraiment d'aller chercher des choses un peu différentes, un peu plus immersives. Et à l'heure où tous les magasins sont fermés et où on ne peut plus rentrer dans un concept store Adidas pour être ébloui par toute la mise en scène, bah, c'est des choses qui prennent le relais et de la bonne façon. C'est aussi quelque chose qui est très bien maillé avec la prise de parole de la marque sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que sur le social, on fait du relationnel, on va raconter aussi des belles histoires, on va immerger les utilisateurs dans du contenu. Et quand on arrive sur ces expériences d'achat, on a quelque chose qui est beaucoup plus fluide. On passe pas de quelque chose de très inspirationnel à quelque chose de beaucoup plus sec, beaucoup plus froid. On a quelque chose qui prolonge l'expérience. Voilà, ça c'était pour le cas Adidas, qui est quand même, comme je vous le dis, quelque chose d'assez simple, mais à l'échelle d'un géant comme Adidas, ces petits ajustements ont vraiment généré une différence importante en termes de transfo, et c'est dans le rééquilibrage que ça s'est passé. Deuxième expérience, deuxième exemple, le travail qu'on fait avec Botanique. Botanique qui est une enseigne de jardinerie qui est présente dans à peu près toute la France, qui a fait très tôt le choix de mettre l'expertise, la valeur de marque et les contenus, l'accompagnement, le tutoriel au cœur de sa relation client. Donc, a tout de suite investi dans une politique éditoriale et vraiment des choses assez riches dans la façon de raconter un petit peu sa proposition de valeur. Eux se sont retrouvés avec une problématique qui était de savoir comment justement on allait décloisonner toute une partie des prises de parole qu'on faisait en social media. Et là, vous voyez par exemple ce qui se passe sur le Pinterest, qui est un réseau social important pour cette marque-là. Comment on allait décloisonner ce qui se passait, la partie inspirationnelle sur les réseaux sociaux de la marque et ce qui se passait sur la partie inspirationnelle du site. Comment on allait construire quelque chose qui allait être dans la fluidité le plus souvent possible. Là, la réponse que nous, on a proposée, c'est d'avoir, toujours par une approche de composants, de proposer des choses qui étaient à la fois faciles à mettre en œuvre pour les équipes en interne chez Botanique, faciles à administrer, faciles à créer, mais des pages qui soient des pages relais, justement, qui puissent accueillir du trafic depuis le social media et qui permettent de prolonger cette expérience inspirationnelle, mais de la rapprocher le plus près possible
de l'expérience d'achat, c'est-à-dire comment on va mailler du storytelling, du contenu et du commerce au sein d'une seule et même page. Alors, je vous propose de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, je vais basculer sur le site de Botanique. Je vais d'abord passer par Pinterest pour vous montrer un petit peu comment on passe de l'un à l'autre. Donc voilà, là je suis sur le Pinterest de Botanique. On a une publication qui est très jolie, très mise en scène, qui est issue des shootings qu'ils font pour les catalogues, pour les tendances, pour les collections. Donc on voit un certain nombre de produits. Pinterest, c'est le réseau de l'inspiration, hein, vous le connaissez probablement. Donc là, je vais dans mon feed Pinterest, je vais tomber sur cette image que je trouve très chouette. Je vais m'y intéresser un petit peu et la logique veut que bah, s'il y a des produits dont je vais aller chercher un petit peu plus la provenance, je vais cliquer sur cette épingle Pinterest et donc, ah ben voilà, forcément, ça c'est les magies de la technique. J'espère que c'est pas le site de Botanique qui a des soucis. Je vais essayer de relancer ça. Ah, attendez, j'avais prévu peut-être un backup. Et on va aller voir si... Botanique, excusez-moi. Voilà, sauvé. Donc, je suis passé de Pinterest et je vais aller voir, par exemple, ce qui va pouvoir se passer sur une page de mobilier de jardin. Donc, imaginons que j'ai cliqué sur un pin qui parlait de mobilier de jardin. Voilà, je me retrouve dans une page qui mixe un petit peu l'éditorial et le contenu un petit peu plus commerçant. Donc, je vais avoir un mix avec des produits qui sont mis en avant. Donc là, je suis dans une thématique. On va pouvoir aller chercher un peu des grandes verticales. Je vais avoir des mises en avant, des remontées de produits stars qui vont être directement accessibles avec une mise au panier qui est facilitée ici. Je vais avoir la capacité à aller sur des conseils, sur de la tendance de personnalisation d'espace. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, ça se passe un peu plus par ici. Là, c'est les fameux petits modules dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous permettent de mixer de l'inspirationnel et de la fiche produit. Donc là, par exemple, on a la mise en scène d'une terrasse. Je vais pouvoir accéder directement ici, dans une fiche inspirationnelle, à la fiche produit et la capacité à retrouver des produits mis en situation, donc beaucoup plus immersifs, de façon beaucoup plus immersive et les retrouver directement dans la capacité à y accéder sur les fiches produits. Donc voilà pour Botanique. Et autre chose dans le même esprit, c'est la capacité, par exemple, sur une thématique qui pourrait être la thématique zéro déchet, de faire une curation thématique, prendre la parole, être capable de prendre la parole sur une grande verticale qu'est le zéro déchet et mixer cette fois-ci du conseil, du tutoriel, etc., etc., avec du produit. C'est un peu le même principe. Donc là, on accompagne la marque dans à la fois de la production éditoriale et la capacité à produire des composants web qui permettent de facilement agrémenter le site de tous ces contenus-là et de les mailler avec le e-commerce. Voilà pour Botanique. On va revenir sur les autres choses que je voulais vous montrer. Et on passe cette fois-ci sur quelque chose de radicalement différent des plantes vertes. On va passer sur un produit de haute technologie qui est la nouvelle box de SFR. Donc, SFR, c'est pareil, c'est des gens qu'on accompagne depuis 6 ans maintenant. Et vous le savez certainement, il y a une guerre qui fait rage depuis plusieurs années entre les différents fournisseurs d'accès, notamment les fournisseurs d'accès Internet. C'est une guerre des prix, c'est-à-dire que c'est devenu très difficile aujourd'hui d'augmenter le panier moyen d'un abonné FAI téléphone ou Internet parce que tout est régi par le prix. Donc comment on fait un petit peu quand on lance, et c'était le cas des SFR, notamment quand ils ont lancé cette nouvelle box qui s'appelle la box 8, comment on fait quand on lance un produit qui contient beaucoup d'efforts en termes d'innovation, en termes de promesses expérientielles, pour faire en sorte qu'il soit sur des critères trop un peu ras des pâquerettes, qui vont être le débit, le prix, et globalement tout ce qui va intégrer une expérience d'achat un peu basique pour un consommateur. Donc, nous, notre parti pris, c'était de dire on ne valorise pas un produit complexe et qui renferme toute une promesse d'expérience uniquement avec une liste de spécifications techniques.
Les spécifications techniques, ça va parler à des gens qui sont un peu geeks, un peu informés de ce que le produit peut offrir en termes de processeur, en termes de puissance, en termes de qualité de Wi-Fi, en comprenant un petit peu ces critères techniques. Mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Or, cette promesse, en plus de ça, elle est enfermée dans un boîtier noir qui ressemble à pas mal d'autres box, qu'on a on a eu tendance pendant longtemps à cacher dans un meuble télé. Donc, c'est pas vraiment un objet qui est un objet iconique, qui incarne un peu une proposition de valeur. Donc, nous, on s'est dit, il nous faut absolument quelque chose qui raconte cette box et qui raconte l'expérience SFR qui est contenue dans cette box. Donc, on a travaillé sur une page qui est une page extrêmement immersive, extrêmement expérientielle, et qui replace le bénéfice utilisateur au cœur du discours de ce produit-là. C'est-à-dire qu'on quitte la dimension technique et on se replonge vraiment dans ce que ce produit a à offrir, dans notre capacité à le raconter, pour qu'on arrête de le comparer sur des critères trop râlés pas crête. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en espérant que je n'ai pas le même effet Bonaldi que ce que j'ai eu sur Botanique. Voilà, c'est ici que ça se passe. Voilà. Donc, c'est la page qu'on a construit pour SFR et qui parle, vous voyez, hein, le mot expérience, on aime bien, qui parle vraiment de l'expérience qu'on va pouvoir vivre au contact de cette box. Euh, Si je descends, on va commencer donc, vous voyez, tout ça est très animé, on est vraiment dans une expérience très immersive. Si je descends, on va me dérouler un discours qui est un discours qui va me parler de la technologie, mais surtout de à quoi est-ce qu'elle va me servir, notamment dans mon foyer. Un Wi-Fi de dernière génération, qu'est-ce que ça veut dire? Le Wi-Fi 6, pour moi, ça ne me parle pas. Essayez de m'expliquer un petit peu ce que je vais pouvoir faire de différent entre un Wi-Fi 6 et le Wi-Fi plus ancien que vont m'offrir mes concurrents. Et bien concrètement, on va passer par une petite démonstration. Voilà, on a une représentation du foyer et on me dit, bah, mon Wi-Fi va me permettre déjà de travailler chez moi dans les meilleures conditions. De me dire que bah, si ma box est dans le salon, mais que moi, je travaille dans un bureau qui est distant, bah, c'est un Wi-Fi qui va me permettre d'avoir une qualité de connexion un petit peu partout. Je vais permettre de pouvoir connecter plusieurs matériels en même temps et à pleine puissance. C'est-à-dire que tout le foyer connecté va pouvoir profiter d'une qualité de débit qui est au niveau. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants qui font du gaming ou des choses comme ça, mais des fois, ça lag à la maison et ça râle. Voilà. Donc ça, la box de SFR, elle est capable de le faire un peu mieux et c'est ce qu'on met en scène ici. On peut profiter d'une couverture étendue, on peut piloter sa maison en domotique. Voilà, là, on est dans une expérience très didactique d'explication de ce que sait faire cette box. Dans un deuxième temps, l'expérience SFR, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui est aussi très enrichi par des contenus, hein. C'est un distributeur qui propose des chaînes, qui propose un tas de trucs. Donc, on a une box qui est aussi très connectée à la télé et à son expérience télé. Donc là, on va mettre en scène les contenus de la marque et expliquer que les technologies, on propose d'aller vers une expérience cinéma qui est la capacité à faire de l'avant-après avec le sans Dolby Vision, avec Dolby Vision, bref, à parler un petit peu de ce que cette box sait faire aussi au niveau des contenus, mais également à valoriser l'offre de chaîne du fournisseur d'accès SFR. On continue un peu en disant que voilà, il y a une nouvelle interface télé personnalisée, je déroule un petit peu l'histoire. La capacité à accéder ma télé à mon mobile. Quand je quitte un programme, je vais pouvoir le continuer en partant, en prenant le bus, etc., etc. Dernière chose qui est intéressante aussi pour raconter, c'est la première box qui intègre un assistant vocal et donc la capacité à la piloter par la voix. Alors, outre que le fait qu'on ait travaillé sur l'interface vocale de ces box, qui est un autre projet très chouette qu'on a mené pour SFR. Comment est-ce qu'on incarne une interface vocale dans une page web? Tout simplement en montrant ce que cette box est capable de faire en la pilotant par la voix. Donc là, on va avoir par exemple quelque chose qui nous dit OK SFR, mais RMC Sport. Donc je matérialise le OK SFR, lance le film King Kong, hop, le film King Kong se lance. Je vais lui dire mes BFM TV, mes BFM TV, hop, et etc., etc., jusqu'à par exemple le contrôle de la domotique, éteins la lumière dans le salon, la page s'assombrit, et on comprend. Voilà, donc ça c'est vraiment la façon de raconter un produit technologique différemment de la traditionnelle liste de specs qu'on peut trouver dans tout ça. Et là, on a vraiment quelque chose qui monte d'un cran d'expérience et projette l'utilisateur dans son usage.
Je reviens à mes petits exemples de cas d'usage pour vous présenter le dernier. Alors, pardon, je crois qu'on a quelqu'un qui a ouvert son micro. Je crois on entend un bruit de fond, je ne sais pas si c'est. Alors, je crois, je ne pas. On, on peut dénoncer. On peut dénoncer. Je crois que c'est Caroline, elle se reconnaîtra. Merci beaucoup. Euh, le dernier exemple que je vais vous montrer, c'est l'exemple d'une marque de sport, une fois de plus, qui est Salomon. Alors, Salomon, c'est une marque qui a beaucoup d'importance sur le marché du trail running. On les connaissait il y a quelques années vraiment pour leurs produits autour du ski et des sports d'hiver. Alors, c'est des gens qui sont proches de chez nous, hein. Nous, on est basé à Grenoble, au cœur des Alpes. On a cette chance. C'est des gens qui sont à Annecy, avec qui on travaille aussi depuis un petit moment. Là, ils ont accéléré très très fort sur le trail running, qui est un marché qui a explosé et qui leur a vraiment fait prendre de l'altitude. Sauf que le trail running, bah, c'est un marché euh, un peu technique. Les produits qu'on propose sont souvent des chaussures qui ont un panier moyen assez élevé, qui se ressemblent beaucoup d'une chaussure à l'autre. On n'aura pas forcément la capacité à comprendre ce qu'elle est capable d'offrir. Et traditionnellement, quand on va chercher une chaussure qui peut avoir des prix jusqu'à 150, 160 euros, eh ben, on se rend dans un magasin de sport et on prend conseil auprès d'un conseiller spécialisé. Là, en 2021, c'est un peu plus compliqué et surtout, le e-commerce n'est pas forcément en capacité de proposer cet accompagnement dans le choix du bon produit technique dans la pratique sportive. Donc, on se retrouve en tant qu'utilisateur peut-être un peu néophyte des fois. C'est un peu la même histoire que la boxe, c'est-à-dire que quand je regarde le produit, il ne me raconte pas forcément ce que je vais pouvoir faire avec. Là, l'idée, c'est de se dire, je vais scroller, 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 voir plein de produits, ils ont l'air tous magnifiques les uns que les autres, mais ce que je recherche, c'est pas uniquement l'aspect esthétique, c'est la capacité de ce produit à répondre à des besoins et à des critères par rapport à ma pratique. Donc, ce que nous, on a proposé à Salomon, c'est de travailler sur une expérience de guidage au sein des différents produits de la marque, qu'on a appelé le Salomon Shoe Finder et qu'on a beaucoup valorisé à l'époque en social media. C'est-à-dire, voilà, sur les réseaux de la marque, on pouvait vraiment proposer aux utilisateurs de dire, voilà, trouvez votre chaussure de trail rêvée en quelques clics. Euh, et ça, c'est quelque chose qui permet aussi de capitaliser sur une prise de parole un petit peu différente quand il s'agit de prendre la parole en social media. Je vais vous montrer. Alors, ça prend la forme d'un microsite qui vivait à côté. Je dis vivait parce on l'a débranché depuis quelques temps pour des soucis de mise à jour de collection qu'on va retravailler derrière. Mais on l'a conservé et il tourne ici. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc on est accueilli par une proposition, alors il est en anglais, hein, je suis désolé, j'ai que la version anglaise en stock actuellement, mais une proposition qui vraiment va mixer une expérience immersive au niveau de la marque et une expérience de recherche déclarative de la part de l'utilisateur pour le guider vers le bon produit. Donc là, on a une petite vidéo en fond qui vraiment va nous valoriser les différentes modèles de la marque dans des conditions d'utilisation, en forêt, en ville, etc., etc. Et c'est quelque chose qui, pour le coup, redonne de la valeur de marque dans l'expérience d'achat. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, je vais commencer. J'ai envie de trouver ma chaussure de running préférée. Hop. Et on me propose en fait un guidage avec des questions très simples à chaque fois qui vont me permettre, à la manière de filtres dans un e-commerce, mais de façon beaucoup plus expérientielle et beaucoup plus simple, beaucoup plus décomposée, aller chercher ma paire de chaussures. Donc on me demande déjà si je suis une fille ou un garçon. Ici, jusque-là, la question est plutôt simple. Donc voilà, on va dire que par exemple, je suis une dame qui aime faire du running. Où est-ce que vous courez le plus régulièrement? Donc, est-ce que c'est plutôt sur la route ou est-ce que c'est plutôt sur des chemins, sur du trail? Donc, on va dire que autour de Grenoble, il y a pas mal de chemins, donc c'est plutôt ici que ça se passe. Quel type de terrain? Parce que là, voilà, ça va déterminer vraiment la nature de la chaussure qui va être adaptée à ma pratique. Est-ce que c'est plutôt des trails techniques, du caillou, etc., etc. Est-ce que je vais plutôt sur des chemins stables, plutôt plats? Est-ce que je vais être plutôt sur des choses qui sont boueuses, où je vais avoir besoin de beaucoup d'accroches, etc., etc. On va dire que c'est ça, c'est la forêt, par exemple, mon terrain préféré. Et là, je vais me retrouver avec une liste de produits qui m'est proposée, qui rappelle un petit peu qui je suis. Donc, je suis une dame, je fais du trail running, le plus souvent sur des terrains techniques.
Et j'ai une curation de produits qui m'est proposée, qui me resserre un peu mes critères de choix et qui m'évite de errer pendant des heures et des heures sur une liste produits sans fin et de trouver tout de suite les bons produits. Donc on va aller voir celle-ci par exemple, la Speed Cross 3. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui est une fiche produit beaucoup plus classique où je vais pouvoir m'immerger dans le détail de la chaussure et voir un petit peu de quoi elle est faite et vérifier qu'elle est bien adaptée à ma pratique. Voilà, donc ça c'est ce petit running selector qui vivait en parallèle du site Salomon et qui évidemment permettait de rebrancher vers le parcours d'achat en allant acheter sur salomon.com le produit. C'est quelque chose qu'on a construit en très peu de temps, en l'espace d'un gros mois et demi globalement entre la première idée et la mise en production. On a adressé à peu près toutes les étapes, le design, le développement, la connexion au e-commerce. Et les résultats de cette opération ont été impressionnants, c'est-à-dire qu'on a eu quasiment 160% de transfo en plus par rapport à des publics qui n'étaient pas exposés à cette expérience-là. Voilà. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas qu'une seule façon de guider l'utilisateur vers son produit, que les filtres en e-commerce, c'est bien évidemment des standards qui sont importants et des prérequis auxquels il faut apporter beaucoup d'attention, mais ça ne correspond pas à forcément tous les publics. Tout le monde n'a pas forcément envie de décortiquer une expérience d'achat et on a parfois envie de le faire de façon beaucoup plus intuitive et émotionnelle, comme on peut le voir ici. Voilà, ça c'était la quatrième petite expérience que je voulais vous montrer. Donc vous avez vu, il y a des choses assez diverses. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a toujours cette approche de se poser un petit peu les questions de comment l'utilisateur va pouvoir faire quelque chose, quel est le bénéfice que ça va lui amener, en ayant toujours en tête la capacité à raccrocher au commerce à un moment donné et à raccrocher à des tunnels de transformation qui sont parfois plus classique parce qu'on n'a pas forcément besoin d'effet waouh à toutes les étapes de la transformation. Une fois que la conviction est faite, une fois que le point de bascule et la décision d'achat a été entérinée par l'utilisateur, on revient à des choses un petit peu plus sages et un peu plus pragmatiques. Je termine par quelque chose que vous pourrez télécharger et qui pour le coup a un petit peu plus en lien avec le social, c'est une nouvelle tendance qui s'appelle le live commerce, le live shopping, qu'on a expérimenté il y a quelques temps avec Intersport, avec aussi des gens avec qui on travaille. Et on a, parce qu'on s'est beaucoup intéressé au sujet, donc c'est une tendance qui vient d'Asie, on s'est beaucoup intéressé au sujet et on a produit un petit livre blanc que je vous donnerai le lien pour le télécharger en chat ou je vous laisse m'envoyer un petit mail ou si ça vous intéresse. Mais on a produit justement 40 pages qui permettent justement de voir un petit peu quelles sont les tendances associées à cette nouvelle façon de vendre en ligne au travers de la vidéo et en utilisant un petit peu les influenceurs. On a benché, scanné un peu tous les outils et les solutions associés à cette volonté. On a mis en avant des success stories, etc., etc. Donc voilà, c'est 40 pages qui sont très utiles si c'est des sujets qui vous intéressent. Et je vous engage éventuellement à aller télécharger tout ça, à les regarder. J'en ai terminé pour ma part sur les choses que je voulais vous raconter aujourd'hui. Déjà, je vous remercie. Et puis peut-être que vous avez des petites questions ou des choses que vous souhaiteriez qu'on creuse ensemble avant de repasser la parole à mes camarades qui vont vous parler de leur prise de parole respective. Déjà, merci Clément. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelques questions, on va dire assez rapidement pour pas trop décaler la matinée? Alors, moi, j'en avais une sur botanique, justement, sur comme c'est un point de vente, enfin, c'est plus proche de la préoccupation de nos enseignes. Quel a été le délai aussi pour la mise en œuvre de la solution que vous proposez? Alors, concrètement, nous, on est sur un accompagnement depuis plusieurs années avec Botanique et on enrichit, on a produit la refonte de botanique.com il y a 2 ans de cela et on est sur un enrichissement progressif du site et sur la production de composants au fil de l'eau. Donc là, concrètement, la production de ces composants, entre le moment où on a identifié le besoin et le moment où on les a rendus disponibles pour les équipes d'administration du site, c'est quelque chose qui a dû se faire entre 1 et 2 mois, globalement, entre la prise de brief et la mise en production. Aujourd'hui, c'est des choses qui vraiment sont utilisées régulièrement par les équipes et qui évitent qu'ils aient besoin de décrocher leur téléphone et de nous solliciter à chaque fois qu'ils ont besoin de faire des pages à haute valeur ajoutée comme celle-ci. D'accord.
Alors, je vais peut-être, n'hésitez pas s'il y a des questions ultérieurement à revenir dessus, même à la fin de la présentation. Et puis,